BFM Business et Tech Co présente Tech Co la quotidienne. Spéciale réalité virtuelle. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue 20h pile sur BFM Business, radio, télé, peut-être regardez-vous cette émission en différé, en replay, en podcast. Je suis très heureux de vous retrouver pour débuter cette semaine. Tech Co la quotidienne, 20h, 21h30 chaque soir, avec une spéciale ce soir, un événement, une spéciale réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte. Réalité mixte, voilà un nouveau mot qu'il va falloir retenir. Et bien justement, au sommaire de cette émission, on va évoquer la réalité mixte par rapport à la VR et à la AR. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et est-ce que ça marche tout ça? Et puis on s'intéressera au choc des titans. D'un côté Apple, de l'autre côté Meta. Est-ce que cette guerre des casques est bien lancée? Est-ce que tout ça est au point? Et puis dans cette dernière partie de cette heure et demie dédiée à la VR, on s'intéressera à la France et la souveraineté dans ce domaine-là. Et vous verrez que ce soit dans le domaine du logiciel, mais aussi au niveau du hardware, on a notre mot à dire dans le domaine de la VR. Merci d'être avec nous. Spécial réalité virtuelle pour ce Tech Co. C'est parti, on est là jusqu'à 21h30. Tech Co la quotidienne. Spéciale réalité virtuelle. Et à émission exceptionnelle, invité exceptionnel ce soir, jusqu'à 21h30 sur le plateau de Tech Co. J'accueille des acteurs de la VR, alors qui sont ou de près ou de loin liés à tout ça, et vous allez voir, ça va nous permettre d'avoir des débats très intéressants. Premier invité, prestigieux, qui nous fait l'amitié vraiment d'être là régulièrement dans Tech Co, c'est Jean-Michel Jarre. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors Jean-Michel Jarre, qu'on ne présente plus, musicien mondialement connu, plus de 60 millions d'albums vendus. Alors peut-être que ça c'est les chiffres de Wikipédia, mais peut-être ça a été dépassé depuis. En concert partout avec un succès phénoménal, en France mais aussi à l'international. Et ce qui est intéressant Jean-Michel, c'est que tu t'intéresses aussi à toutes les technologies depuis le début de ta carrière. Et la VR, c'est un peu ton nouveau dada, on va dire, depuis pas mal d'années, bien avant que Meta et Apple s'y intéressent. Et c'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue en tant que créatif, en quelque sorte. À tes côtés, c'est Stan Larocque. Salut Stan. Salut. Là aussi, un invité que vous connaissez si vous nous regardez souvent, Stan Larocque est à la tête du masque Lynx qui est là sur le plateau. Ce masque de réalité mixte qui est, j'allais dire 100% français. C'est faux si je dis 100% français, mais en tous les cas, conçu, inventé, pensé en France. Conçu à 1000%. Effectivement en France et pour le moment fabriqué à l'international, mais voilà, la suite va peut-être changer à l'avenir. Lucas Perrodin est avec nous aussi. Salut Lucas. Bonsoir. Voilà, un habitué aussi de Tech Co et du débrief. Lucas qui évidemment connaît beaucoup les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup la VR et la tech en général, puisque rappelons-le, tu as été pendant plusieurs années le VP Europe, le directeur Europe de tout ce qui touchait à la VR chez Meta. Et donc tu as suivi tout ça et tu as une vraie culture en fait de cette réalité virtuelle, forcément, puisque tu y travaillais. C'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue. J'ai lancé Quest 2. Quest 2, voilà, et le Quest 3 qui vient de sortir, c'était pas toi, mais évidemment, tu peux pas être aussi à l'origine de tout. Non, coupable. Excuse-nous, quand même. Et à tes côtés, c'est Louis Cacciotolo. Bonsoir Louis. Bonsoir. Fondateur de Vroom. Alors, on parlait tout à l'heure de justement le savoir-faire français. Ben, on a deux acteurs de ce savoir-faire français. Stan Larocque avec Lynx, mais aussi Vroom, qui est l'environnement logiciel. Parce que, évidemment, quand on parle de réalité virtuelle, il faut derrière un soft. C'est un peu comme sur votre ordi, vous avez Windows ou Mac. Ben là, il faut un soft à l'intérieur. Et Louis développe ce soft français avec Vroom, c'est ça hein? Alors c'est ce qu'on appelle une plateforme métavers et qui utilise plusieurs softs justement, mais qui permet effectivement aux personnes intéressées de se retrouver ensemble dans des espaces en 3D et dans des espaces en réalité virtuelle. Voilà, et c'était grâce à Louis qu'on avait pu il y a quelques mois de cela faire notre émission dans la VR, dans le métavers justement. C'était au printemps dernier. Alors, évidemment, on va essayer d'évoquer énormément de sujets. On a 90 minutes, mais ça va aller très très vite parce que on parlait de métavers il y a encore un an. On se rend compte que ce mot n'est plus trop à la mode. Maintenant, c'est la réalité mixte. Peut-être Lucas, toi qui baignes là-dedans depuis longtemps, et puis après on donnera la parole à Jean-Michel, à Stan et puis à Louis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce vocabulaire en fait? Parce qu'il y a la VR, il y a la R, il y a la réalité mixte aujourd'hui. Pourquoi il y a tous ces mots?
comment peut-on les différencier ? Ouais, la sémantique est un peu complexe et sujette à interprétation. Il y a vraiment 3 types. Il y a la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée. Réalité virtuelle, c'est je suis en immersion dans un univers parallèle, avec une occlusion complète de la réalité, je plonge vraiment dans un univers qui est totalement différent, totalement synthétique. La réalité mixte, c'est un peu plus compliqué à comprendre. En gros, je suis toujours dans une immersion, simplement l'univers extérieur, la réalité est reproduite à l'intérieur. Donc j'ai des caméras qui filment et qui sont reproduites sur un écran à l'intérieur, et ensuite j'ai des choses qui viennent en surimpression dessus. Et la réalité augmentée, c'est avec des lunettes comme celles que tu portes ce soir, par exemple François, avec ce qu'on appelle des waveguides. Tu as de beaucoup plus belles lunettes que moi d'ailleurs. Et donc je vois la réalité à travers les lunettes, et en plus sont projetées un certain nombre d'informations de manière réaliste. Ça, c'est la réalité augmentée. Donc c'est les trois étapes, VR, MR et AR. Alors, il y a aussi un débat d'idées, on va dire, et presque une confrontation de concepts. Parce qu'au départ, on parlait que de VR. Quand HTC, quand Oculus ont lancé leur premier concept, c'était ça, c'était la VR. Et puis petit à petit, il y a eu la réalité augmentée avec Microsoft. Et puis Apple est arrivé avec le Vision Pro, où là on parle d'informatique spatiale. Enfin voilà, tout ça a été marketé, mais c'est vraiment de la réalité mixte. Est-ce que finalement, toutes ces itérations qu'on a technologiques font que l'avenir de tout ça, ce sera la réalité mixte ? En fait, on aura le meilleur des deux mondes ? A priori, l'avenir et le Graal, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire vraiment la surimpression sur de la réalité qui est vue en direct. Ça, c'est vraiment, chez Meta, c'est la roadmap. L'idée, c'est que la VR, c'est une étape vers l'AR, mais l'AR, c'est tellement difficile à accomplir qu'entre-temps, on développe des technologies de VR en pensant que ce qu'on va réussir à développer en VR sera utile pour l'AR. Après, le spatial computing, c'est un peu une spécialité d'Apple, c'est d'appeler des choses qui existent déjà avec un nom différent pour faire croire qu'on l'a inventé, mais en gros, le spatial computing, c'est de la mixed reality et de la réalité augmentée, c'est la même chose. Mais le Graal pour tout le monde, c'est ça, pour Snap, pour Apple, pour Meta, c'est la réalité augmentée, c'est ce sur quoi tout le monde travaille. Alors c'est intéressant parce que un mot sur Apple, et c'est aussi peut-être pour ça que je parlais de 2024, parce que c'est vrai qu'en 2024, Apple va lancer son premier masque, qui va coûter très cher, mais quand Apple s'intéresse à un secteur, c'est toujours quand même un événement. Voilà, ça faisait des années qu'Apple est resté cantonné dans son informatique traditionnelle, les smartphones, les iPads et les montres. Et puis là, d'un coup, il lance en fait une nouvelle catégorie de produits. Donc c'est assez intéressant. Il parle d'informatique spatiale, c'est-à-dire que toutes les vidéos qu'on a vues ont chaussé ce masque et on se retrouvait avec plusieurs écrans pour travailler. Alors on pouvait se divertir aussi pour se croire au cinéma, etc. Mais on sent qu'Apple met en avant le fait que ce masque-là va remplacer un Mac. On a l'impression. Ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est ce que Zuckerberg appelle la Next Computing Platform. L'objectif, c'est de remplacer les cas d'usage du téléphone et de l'ordinateur avec un masque et, de manière ultime, des lunettes de réalité augmentée qui remplaceront tous les cas d'usage et qui en ajouteront d'autres. Du type la conduite autonome, par exemple. Un des grands rêves, c'est la conduite autonome avec des lunettes de réalité augmentée. Et la voiture n'a pas besoin d'avoir de capacité de processing parce que tout serait fait par les lunettes. L'analyse des images, la direction donnée, et avec une latence de réseau, pour parler un peu techniquement. C'est pour ça qu'ils veulent tous de la 5G, parce qu'il faut que le réseau soit tout le temps connecté et avec une latence très faible. Donc ça, c'est la vision ultime, c'est de remplacer tout ça par des lunettes connectées de réalité augmentée. Mais on en est extrêmement loin aujourd'hui. Alors, qui veut enchaîner sur les propos de Lucas, Stan ou Louis, peut-être Stan, je pense, si je peux me permettre. Mais bien sûr. Je pense qu'il est directement concerné par le hardware. Là, côté un peu constructeur, effectivement, comme on fait du matos, on voit aussi les roadmaps des écrans, des caméras, des processeurs. Et effectivement, de manière assez réaliste, aujourd'hui, ça ressemble encore à des casques. On voudrait tous des lunettes aussi stylées que celles de Jean-Michel, qui seraient les lunettes d'Iron Man, qui pèsent 80 grammes et qui vous affichent On va y arriver. Des éléments... Mais peut-être qu'il les a déjà. Mais peut-être, mais sûrement. Mais en tout cas, nous, on les a pas. Et on ne peut pas espérer savoir faire ces lunettes du futur si on commence pas par faire encore des casques comme ça. Aujourd'hui, on en est là. Il faut assumer, il faut prendre en main, il faut commencer par prendre en main tout de suite ces outils de réalité mixte. Nous, la réalité mixte, c'est un pari qu'on a fait depuis 2017 quand même chez Lynx. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé de réalité virtuelle
pas de réalité augmentée parce que c'était complètement trusté par Microsoft à l'époque, à tort. Et en fait, cette idée de... Les HoloLens. Les HoloLens, tout à fait. Cette idée de reprojeter l'image extérieure en se basant sur l'intuition que les caméras de nos smartphones allaient être au même niveau que l'œil, et on le voit dans les derniers téléphones qu'on peut acheter, c'est sublime les images qu'on a maintenant avec les appareils photo, d'utiliser cette supply chain pour faire des produits qu'on va mettre sur la tête, qui vont nous afficher une imagerie qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 5, 6, 7 ans. C'était le pari un peu fou qu'on a fait chez Lynx, et Apple a validé cette approche technologique. Cette histoire des deux mondes entre les smart glass, en fait les lunettes connectées, et les casques opaques, on voit que, en tout cas, Apple a choisi son camp, et généralement, même si on est Mark Zuckerberg, parier contre Apple, faut y croire. Voilà. L'histoire prouve que généralement, il se gourre assez peu. Il y avait quand même un interview en 2021, écrit noir sur blanc dans The Information, de Mark Zuckerberg qui a dit « Je ne pense pas que les gens aimeront voir la réalité à travers des caméras ». Voilà. Et donc, il s'est planté. Il y a combien de caméras dans le Quest 3 ? Voilà, il y a pas mal de caméras. Il y a entre 6 et 12 caméras dans les casques qui sont en train de sortir actuellement. Donc, c'est des objets très technologiques, très connectés, très difficiles. En fait, c'est comme un smartphone haut de gamme qu'on met sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc, c'est très, très compliqué, à la fois socialement, technologiquement. Et on est content d'être, nous, un acteur européen qui amenons une solution vraiment au niveau. Voilà, ce Lynx qui est disponible dans le commerce. Tout à fait. On peut l'acheter. Voilà. Alors, pas celui-là. Voilà. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est la version, on va dire, un peu. Patriote. Voilà. Jeux Olympiques. T'es prêt pour les JO, là, avec ça ? Voilà. Heureusement, on a un drapeau assez simple. Mais oui, on a un site e-commerce et des distributeurs. Et le casque, maintenant, est en production. Il sort d'usine. C'est assez extraordinaire. On a parlé un peu de cette histoire lors d'une émission, mais c'était. Et je vous invite à voilà, si vous vous intéressez au parcours de Stan Larocque, à retrouver un De quoi je me mêle qu'on a enregistré il y a quelques semaines, où tu nous racontes tout ton parcours. D'étudiant jusqu'à aujourd'hui, et c'est passionnant parce que c'est un vrai parcours d'entrepreneur fascinant. D'ailleurs, je trouve que Tech & Co devrait mettre un Lynx et non pas un casque étranger. C'est une énorme erreur. On va virer l'infographiste qui va se retrouver. Non, il n'est pour rien. C'est vous, c'est Tech & Co. Oui, c'est vrai. Mais disons qu'on voulait. Après, il faut quand même s'accrocher à quelque chose qui est connu. Apple est tellement médiatisé aussi, Jean-Michel. Alors, au-delà de ça, si je peux me permettre de prendre la parole. Mais bien sûr. Après ce que vient de dire Stan, je veux dire que merci. C'est vrai que. On parle de réalité augmentée, de VR, de réalité mixte. Ce qui est intéressant à dire, c'est que ce casque-là, c'est pas un casque en plus. C'est justement un casque qui apporte d'autres fonctionnalités qui, moi, par exemple, en tant que créateur, m'intéressent plus aujourd'hui que les casques qui sont sur le marché. Pour des tas de raisons, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est pas un casque en plus. C'est un concept qui a son identité propre. Et c'est vrai que ce qui est intéressant autour de la table, c'est justement le fait, et je sais que à Tech & Co, vous êtes particulièrement aussi soucieux sur ce plan, c'est aussi de montrer qu'il y a une possibilité d'installer une brique de souveraineté dans ce domaine. Et que ce soit d'ailleurs tous les gens autour de la table, que ce soit Louis en particulier sur le plan du soft, et Stan avec Lynx sur le plan du hardware. Sur le papier, on a le duo parfait finalement. Absolument. Et je pense que c'est important d'en parler au-delà de Cocorico et juste d'être porte-drapeau. Il y a un véritable enjeu. On a déjà eu l'occasion d'en parler et on en reparlera, je pense, sur le fait que on a eu trop tendance pendant longtemps à séparer la production des outils de distribution. En tant que créateur, la production, le jus de cerveau, on en aura toujours. Que ce soit pour faire un film, pour faire de la musique, pour faire
Le problème, c'est de pouvoir avoir la maîtrise de nos outils de distribution. Et donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir accès, d'une part, à un soft qui soit indépendant, c'est-à-dire qui ne dépende pas d'un format ou de risque de censorship pour des raisons de format ou de raisons idéologiques, et aussi d'avoir un hardware aussi qui nous permette aussi d'être autonome. Et Lynx, dans ce domaine-là, est une réponse. Et d'autre part, en tant que créateur, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que ce casque-là répond aussi à la fois à la VR et à la R. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir... Mixer les deux. De mixer les deux. Ce que les autres casques ne font pas nécessairement de la même manière. Et je pense que technologiquement, c'est un casque qui est à la limite plus en avance sur le plan du concept. Je ne parle pas seulement sur le plan du hardware, c'est autre chose, mais sur le plan du concept, que ce qu'on a sur le marché aujourd'hui. Avec le fait que l'Apple Vision, on ne l'aura pas avant plus d'un an, en fait. Oui, on ne sait même pas quand le Vision Pro sortira en France, en tous les cas. Il est annoncé au printemps prochain qu'aux États-Unis. Donc ça prouve aussi, on va dire, la manière dont Apple entre dans ce secteur-là, c'est-à-dire tout doucement, avec les US. C'est rarissime, en fait. Apple, en général, quand ils sortent un produit, ils le sortent au niveau mondial. Là, on a l'impression de revenir au début de l'iPhone qui était sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début qu'aux US, et après, ils avaient inondé le marché. Donc, ils y vont doucement. Pourquoi, à ton avis, Lucas, et après on donnera la réponse à Louis, parce que, ça coûte cher, et parce que ça doit être compliqué à faire, non ? C'est un choix de raison. D'ailleurs, sur ce dont on a parlé depuis le début, il y a un certain nombre de choix de raison. On dit que le choix de la réalité mixte a été validé par Apple. Il n'y a pas d'autre choix. Alors c'était soit de la VR, soit de la réalité mixte. L'AR aujourd'hui, la réalité augmentée, ça marche pas. Il y a des problèmes extrêmement importants au niveau des matériaux, de ce qu'on appelle les waveguides. Donc pour projeter une image sur des lunettes qui soient visibles, et en plus quand on a les prescriptions, c'est impossible. Quand il y a le soleil en face, ça marche pas. Donc s'ils voulaient adresser le marché de manière raisonnable, on va dire en termes d'expérience, il n'y avait pas d'autre choix que de faire ça. Ensuite, ils utilisent des écrans micro-LED, je crois, donc qui viennent de chez Sony. Il y en a un nombre très limité dans le monde. Je crois que c'est de la 4K, en fait. Hein, oui, en termes de résolution. Micro-LED, c'est la façon dont la lumière est gérée qui est différente. Il n'y a qu'un seul fournisseur dans le monde. Et ils sont extrêmement chers, ils sont extrêmement lourds. À mon avis, ils vont avoir beaucoup de déconvenus pour leur première expérience. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de plan. Ils ont forcément un plan avec plusieurs versions. Mais là, ils doivent commencer à avoir des utilisateurs, à déployer un peu l'utilisation, à se rendre compte que ça pèse très lourd, que ça coûte très cher à produire, que ça doit être relativement fragile. Donc là, ils ont bien fait de se limiter à un seul marché, parce que pour moi, c'est une phase d'apprentissage. C'est quasiment du R&D, c'est du D, quoi. C'est du développement en direct sur le marché, quasiment, ce qu'ils font là. Stan, j'imagine que tu as décortiqué, alors même si je ne sais pas si tu as pu le tester, parce que c'est vrai qu'Apple est très secret dans tout ça. Tu as pu le tester ? Oui. Qu'est-ce qu'il a de plus que ton casque ? Ou qu'est-ce qu'il a de moins que ton casque ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'étais assez rassuré dans le sens où il n'a pas grand-chose de très différent. Il n'y a pas de magie, en fait. Il n'y a pas de surprise éclatante dans le casque d'Apple. C'est juste, en fait, du très haut de gamme. C'est un casque à 4 000 €, complètement inatteignable pour la plupart des mortels que nous sommes. C'est juste des composants beaucoup plus chers. Donc, c'est des écrans qui vont avoir plus de résolution que dans mon casque. C'est des composants qui coûtent beaucoup plus cher. Que, en fait, seul Apple pouvait vendre un casque à 4 000 € et pouvait penser le vendre. Si on avait eu Meta, tout comme nous, si on avait eu un cahier des charges pour faire un casque à 4 000 $, on serait probablement arrivé sur le même résultat ou quelque chose, je pense, en concept un peu différent par rapport à ce que Jean-Michel disait, où on a une vision un peu différente. Le casque d'Apple est fermé, le nôtre est ouvert sur les côtés, vous n'êtes pas isolé, on n'a pas de câble. Voilà, il y a quelques choix qui sont encore questionnables, mais c'est pas une rupture, c'est pas eux qui déplacent le marché. Je pense que même si nous on est beaucoup plus petits, on a une plus grande chance de déplacer le marché. C'est pas une révolution technologique, mais ça va être une révolution marketing en revanche, parce que même à 4 000 $, ils vont en vendre des centaines de milliers, ça c'est certain, parce que voilà, ils ont un tel bassin de clients qui vont en vendre beaucoup, et l'idée c'est de déniveler, c'est un peu comme Tesla, c'est-à-dire que la première Tesla coûtait 150 000 $, et aujourd'hui il y en a à 30 000. L'idée c'est petit à petit d'arriver à descendre
descendre les tarifs. Tout à fait, ouais. Mais ça va prendre des années parce que... Ça va prendre des années et c'est génial que ça prenne des années. Bah oui. Parce que quand Apple rentre sur un marché, là ils ont sorti un Vision Pro, c'est-à-dire qu'il y a un Vision pas Pro, c'est-à-dire qu'il va y avoir un Vision 2, etc. Quand ils rentrent sur un marché, ils ont une roadmap et pour nous c'est génial en tant que créateur, que industriel ou que producteur d'applicatifs. Ça veut dire que c'est un marché que Apple justifie auprès du monde financier en disant regardez, on y va. Donc c'est-à-dire qu'il y a un marché de au moins 50 milliards derrière, qui va rassurer Wall Street et du coup tout un tas de gens derrière. Donc moi je trouve ça assez bien, même si ça prend du temps, on est vraiment content que ça arrive. On attendait Apple en fait, on attendait, je pense que toute l'industrie, même Absolument. surtout Meta, attendait Apple. Ouais. Mais Jean-Michel, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'Apple arrive parce que, alors évidemment, on comprend bien ta notion de souveraineté qui est très importante et qui est très louable parce que, rappelons qu'en plus, tu présides la commission création immersive du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc voilà, tu es là aussi pour promouvoir toute la, on va dire, l'intelligence et la technologie française, c'est clair. Mais au-delà de ça, un Apple qui lance ce type de choses, même pour toi en tant que créatif, ça peut ouvrir on va dire des portes Bien sûr. incroyables. Ah bien sûr, mais de toute façon, comme le disait Stan, et je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table, il n'y a pas de discussion. Le fait qu'un géant comme Apple entre dans ce marché, on peut dire, dans l'arène, c'est effectivement un gros changement par rapport aux investisseurs, par rapport au fait qu'on parle du métavers depuis quelques temps et on sait pas trop, les gens savent pas trop où ça va aller. Le fait qu'une marque comme Apple s'investisse et investisse dans ce domaine, c'est effectivement une bonne nouvelle. Après, il faut savoir sur le plan de, et moi je suis beaucoup plus Apple que PC dans ma vie, comme beaucoup de musiciens et beaucoup de créateurs. Mais pour moi, le casque Apple aujourd'hui tel qu'il est ne répond pas encore à mes besoins. C'est-à-dire le fait d'avoir un câble avec la batterie dans la poche me semble un peu lié au début, ça me fait penser un peu au début du Walkman. Et je veux dire que ce que j'aime dans ce casque-là, sans faire une pub particulière sur ce device-là, c'est le fait que pour beaucoup de gens, et ça c'est quand même un problème qu'il faudra résoudre, il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu enfermés et un peu claustro dans un casque, et de tout le marché. Le seul casque qui évite ce problème, c'est le Lynx, avec lequel on peut rajouter éventuellement des œillères. Voilà, pour être immergé véritablement. Comme un Apple, un Meta ou autre, mais avec l'énorme avantage de cette espèce de sentiment de liberté. Et je pense que dans la période intermédiaire qu'on vit, avant d'arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, d'arriver justement aux lunettes ultimes, je pense qu'il va y avoir un moment de transition où on va avoir besoin de sentir une sorte de liberté par rapport à une pièce de hardware qui est assez contraignante et qui peut aussi faire peur à un certain nombre de gens en se disant je vais mettre des lunettes de ski, je vais être un peu isolé, et donc ça fait un petit peu c'est un petit peu anxiogène. Et ce que j'aime beaucoup moi dans ce casque que j'ai essayé et que je vais utiliser beaucoup dans mes prochains concerts, c'est le fait de ce sentiment de liberté. Et je pense que l'immersion, ça passe aussi par cet accès à la liberté. Et je pense que Louis aura certainement des choses à dire là-dessus, mais je pense que le fait de pouvoir justement créer dans le métavers, c'est justement le fait de pouvoir... c'est une extension de l'imaginaire. Et c'est pas quelque chose qui doit être senti comme quelque chose qui nous enferme. Et donc, je pense que de ce côté-là, ce n'est pas une alternative, c'est un choix et qui est assez particulier et assez différent, justement. On détaillera tout à l'heure aussi toutes les fonctionnalités de ce masque, puisque, rappelons-le, on est ensemble jusqu'à 21h30. Louis, évidemment, tu as beaucoup de choses à nous dire, mais j'aimerais d'abord que tu nous présentes Vroom, parce que c'est important de comprendre le cheminement de ce que tu as créé, ce que tu es en train de créer avec Vroom, sachant que tu as un parcours, tu as travaillé dans le cinéma, tu as travaillé aussi avec George Lucas, au Skywalker Ranch, tu étais là, tu t'occupais de la franchise THX, qui était ce niveau de qualité qu'on retrouvait dans les salles de cinéma il y a quelques années. Les premiers Sardaukar. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, Vroom, qu'est-ce que c'est ? Alors aujourd'hui, Vroom, après des débuts en tant que studio de production d'événements et de spectacles dans la réalité virtuelle,
Et sur des plateformes qui n'étaient pas des plateformes justement européennes. Aujourd'hui, Vroom, justement le 7 novembre, on ouvre au grand public une plateforme qu'on a créée et qu'on avait lancée sous sa forme de prototype en janvier dernier. On l'ouvre finalement au grand public pour permettre à quiconque de pouvoir créer en quelques clics, sans notion particulière de codage, de créer en quelques clics son environnement dans le métavers et de pouvoir rencontrer son public. Donc tout créateur de contenu, un petit peu comme sur YouTube ou sur Twitch, pourra sur Vroom créer des événements en 3D très facilement, de manière très intuitive, et pouvoir rencontrer leur public et monétiser directement. Ce que ne font jusqu'ici aucune plateforme de manière aussi directe pour s'adresser à ce type de verticale qui est celle du spectacle, des arts, etc. Oui, parce que Meta a ce type de choses, mais c'est plus pour le travail, on va dire. C'est plutôt du workroom, des choses comme ça. Ça dépend, mais en fait, ils n'ont pas vraiment les outils qui sont dédiés à ces industries. Créatifs. Et en fait, l'arrivée d'Apple sur ce marché-là, pour nous, est très importante. En fait, Apple continue de faire tout ce qu'ils ont toujours fait. Ils savent faire des écrans et ils n'ont pas changé. Pour moi, c'est pas un nouveau produit. Le casque d'Apple, c'est un écran comme ils ont toujours fait avec les PC, avec les marques, les montres Apple Watch, avec les smartphones. Là, ce qui diffère, c'est pas le fond, c'est la forme. Ils passent d'un écran physique à un écran virtuel. Et c'est un signal très fort en ce qui concerne les métavers et les plateformes comme nous, parce que ça veut dire que si un géant s'engage comme ça sur une forme qui est différente, en fait, ils enfoncent le clou de se dire que, en fait, la réalité et la réalité virtuelle, c'est la même chose. Et c'est ça auquel moi je crois profondément, c'est-à-dire que quand on parle de métavers au grand public, quand on parle, ou aux investisseurs d'ailleurs, ou quand on parle de réalité virtuelle, les gens se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Mais c'est la même chose, c'est juste qu'on est dans une autre dimension de réalité. Et en fait, on aura tout ce qu'on peut faire en réalité dans la réalité en réalité virtuelle ou en réalité mixte ou sur n'importe quelle autre plateforme, on passe une autre dimension et surtout, comme disait Jean-Michel, ça permet une liberté de création, une liberté même d'expression qui est absolument essentielle. Et j'y crois énormément parce que je pense que le public, une fois que justement tous ces hardwares seront développés et seront plus faciles d'utilisation pour le grand public, vont permettre aux gens de s'exprimer d'une manière qui jusqu'à présent leur était impossible. Mmh. On peut vivre 1000 vies dans le métavers. Dans la réalité physique, on ne peut pas en vivre 1000. On peut en vivre quelques-unes, mais pas 1000. Et en fait, c'est ça, c'est cette illimité que propose la réalité virtuelle qui nous intéresse, et le fait que Apple se positionne là-dessus, c'est très très significatif. Alors, il est bientôt 20h30, le temps passe très très vite, mais on va revenir, c'est ça la bonne nouvelle, juste après l'info éco. On se posera la question du calendrier technologique, parce que quand on vous écoute, on se dit, voilà, c'est prêt, mais est-ce que finalement c'est prêt pour toucher le grand public, au-delà des happy few, au-delà des passionnés de technologie? Parce qu'on est d'accord que si cette technologie veut révolutionner le divertissement comme l'a fait la télé ou la radio, voilà, il faut vraiment que ce soit un média de masse. Est-ce que technologiquement c'est prêt à être un média de masse? Et puis on évoquera évidemment d'autres sujets comme par exemple toutes les fonctionnalités du masque de Lynx. Les histoires de VR aussi de Jean-Michel avec les différents concerts que tu as pu faire, notamment à Notre-Dame de Paris, mais il y en a d'autres, et puis j'imagine que tu as des projets. Donc vous restez avec nous, les infos, et on revient juste après 20h30 dans Tech & Co sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, spéciale réalité virtuelle. Un grand merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle. On parle de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée. Vous savez que c'est le nouvel Eldorado pour quelques grands acteurs de l'électronique grand public. Alors évidemment Meta, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr Apple, on l'a évoqué. Samsung et Google seraient aussi sur le point de sortir leur masque de réalité mixte. C'est ça qui est intéressant. Donc on voit que tous ces géants de l'électronique se positionnent sur ce sujet. On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Michel Jarre, rebonsoir Jean-Michel, compositeur, interprète, producteur, créateur d'œuvres immersives justement. Ta première œuvre en réalité virtuelle, c'était en quelle année Jean-Michel ?
Je pense que c'était en 2017-18 avec un artiste australien qui s'appelle Soutou, qui avait participé aux effets spéciaux de Ready Player One, le film de Spielberg. Et à l'époque de la suite d'Equinox, Equinox Infinity, on avait fait avec une compagnie qui n'existe plus sous la même forme maintenant, qui s'appelait The Wave VR à Los Angeles. Et puis après, on a travaillé beaucoup j'ai travaillé beaucoup avec Vroom, à partir du confinement d'ailleurs. C'est vrai. On a travaillé déjà plusieurs fois, 3-4 fois, et puis... Parce que le confinement était aussi un accélérateur aussi de cette VR avec des événements. C'était un accélérateur pour la société de notre relation au digital et au numérique et aux interfaces de manière générale. Notamment la VR. Et donc effectivement, le Covid, s'il y a eu un effet positif, on peut dire que ça a été le fait justement de jouer un rôle d'accélérateur sur toute cette technologie et tous ces modes d'expression en fait. Ouais, donc 2017, le premier concert en VR. J'imagine aussi que le progrès technologique en 6 ans a dû être énorme. Vous faisiez référence au concert que j'ai fait dans notre âme virtuelle avec Vroom. Et pour moi, c'était pour le 31 décembre 2020, la nouvelle année 2021. Et ça me paraît déjà presque de la préhistoire technologiquement. C'est ça qui on a tellement évolué. Ça va tellement vite. En 3 ans, on est passé vraiment... On est dans tous les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Pour moi, je regarde même avec cette période-là, avec un regard affectif, j'irais pas dire jusqu'à l'équivalent du gramophone en audio, mais pas loin. C'est vrai que ça va vite, hein, Stan et Lucas. Alors vous qui êtes vraiment Lucas qui a travaillé pendant plusieurs années chez Meta et Stan qui développe son propre masque, on a l'impression qu'il y a une accélération de la recherche technologique sur ce sujet. Et donc, des géants comme Qualcomm, Meta qui investissent des milliards et des milliards dans tout ça. ByteDance, Sony. ByteDance, bien sûr, avec Pico, le masque de VR. Ça va de plus en plus vite. Est-ce qu'on a déjà une petite vision ? Parce que c'est intéressant ce que disait Jean-Michel, ce qui était faisable il y a 3-4 ans, aujourd'hui, c'est augmenté en quelque sorte. Ça va tellement vite, c'est encore mieux, plus beau, etc., plus rapide. Est-ce qu'on a déjà une petite idée du calendrier futur, en fait, de cette technologie ? Alors, nous, de notre côté, ce qui est intéressant, et je pense que c'est une des parties les plus sympas de mon travail, c'est qu'on discute justement avec ces entreprises, avec Qualcomm, avec les fournisseurs d'écrans, les fournisseurs de puces, de caméras, qui sont notamment en Asie. Donc Lynx, on a un bureau à Taïwan qui s'occupe exclusivement de ça, et on a accès au roadmap de ces constructeurs. Donc on voit un peu les écrans qu'on va avoir dans nos téléphones et nos casques dans 3-4 ans. Et c'est quoi on va dire l'échelle de temps ? C'est 3-4 ans non. Où on est sûr on va arriver, ou est-ce qu'il y a encore des projections plus importantes ? C'est moins que ça. C'est moins que ça. C'est-à-dire que c'est sur la prochaine... je pense qu'on peut le voir dans l'adoption de ces technologies, il y a encore de la friction par la nature de l'objet, par le contenu, sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On voit que c'est quand même un succès. Il y a des dizaines de millions de casques qui ont été vendus. L'année dernière, le Quest a été plus vendu que la Xbox. Enfin, quand même, voilà, faut réaliser que même s'il y a beaucoup d'argent... après, est-ce qu'il a été aussi utilisé que la Xbox ? C'est ça la question. Voilà, non, mais ça fait partie de cette friction. L'adoption est lente, mais elle arrive. C'est-à-dire que il y a 5 ans, il y a même moins de 10 ans, il y avait quelques centaines de casques dans la nature, et là on est... Il y avait HTC et Oculus, point barre. HTC et Oculus qui sortaient leurs casques, et là il y en a plusieurs dizaines de millions dans la nature. Donc on voit bien la courbe, on arrive à l'imaginer, surtout quand c'est des constructeurs de smartphones derrière qui ne vont pas sur un marché s'ils ne vont pas en vendre 100, 200 millions tous les 6 mois. Donc on sent que c'est un peu la nouvelle vague après le smartphone pour ces gens-là. Et surtout la supply chain qui est derrière, c'est la même force que la supply chain du smartphone, avec une cadence où on a un nouveau téléphone tous les ans. Je le vois moi personnellement dans les écrans et certains capteurs, on a du mal à se décider, on se dire mais est-ce qu'on n'attendrait pas encore l'année prochaine, tellement ça va vite dans la création de nouveaux composants. C'est quoi les prochaines révolutions ? Alors je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'optique. En fait, ce qu'on construit avec le silicium, donc les puces, les écrans, etc., c'est déjà vraiment pas mal. Par contre, il y a encore des
des dimensions que le smartphone ignorait complètement. Un écran de smartphone, on le regarde directement, c'est ce qu'on appelle un écran direct. Un écran d'un casque, il faut une lentille. Et il y a beaucoup de progrès à faire encore au niveau de l'optique. Le cœur d'un casque, ça reste l'optique, c'est tout se construit autour au final. Et pour qu'on ait des casques encore plus fins, plus confortables, etc., il y a des innovations à apporter. Et je pense que nous, en tout cas, une des prochaines innovations qu'on porte pour des versions futures du casque, ce sera aussi au niveau de l'optique. Voilà. L'optique, d'accord. Donc voilà, comme les autres constructeurs, on se focalise sur la meilleure puce, la meilleure batterie, etc. Et on va faire des choses très intéressantes, comme on l'a fait pour ce casque. On a fait des choses extrêmement intéressantes au niveau de l'optique, d'ailleurs avec des gens absolument talentueux. Et on continue pour les versions futures du casque. Qui fait l'optique ? Je voudrais bien juste intervenir d'un mot sur ce que vient de dire Stan. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on se pose la question de l'évolution dans les années qui viennent, on est dans une situation de Far West un peu. On est dans une situation de pionnier. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un comme Stad et l'équipe de Lynx ou l'équipe de Vroom pour justement apporter aussi des idées sur le plan du développement. Ce sont des choses qui, à mon avis, ça sera fini dans 4 ans, 5 ans, parce qu'on sera rentré dans un processus tellement industrialisé que ce sera terminé. Et là, aujourd'hui, il y a encore des portes entrouvertes pour nous, pour arriver justement à réfléchir. Par exemple, on est en train de travailler, aussi bien d'ailleurs avec Vroom ou avec Lynx, sur comment arriver à faire en sorte que la vision que j'ai, moi, en tant que créateur, je vais pouvoir, vision au sens propre et figuré d'ailleurs en l'occurrence, mais comment je vais pouvoir arriver à l'exprimer, comment technologiquement ils peuvent m'aider. Mais quel type de choses tu lui demandes par exemple concernant le casque ? C'est quoi ? C'est notamment le fait pour un projet sur lequel plusieurs projets sur lesquels je travaille, de pouvoir justement améliorer l'optique en fonction non pas de manière générale, mais en fonction de besoins que je peux avoir par rapport, par exemple, à la quantité de lumière, par exemple, sur scène. Si on veut avoir un casque et regarder, par exemple, un spectacle ou un concert. Bon, il y a des problèmes de lumière qui sont liés, qui sont intrinsèques je dirais aux médias et au médium de la scène. Donc, justement, de voir comment on peut arriver à l'adapter. Avec Vroom, c'est la même chose, de se dire par rapport au live, au direct, comment arriver à pouvoir, comment industriellement ou sur le plan technologique, on peut arriver à m'aider sur quelque chose dont j'ai besoin. Et ça, c'est une période, à mon avis, bénie. Je le dis à tous les jeunes producteurs aujourd'hui et tous les gens qui démarrent, parce que dans 3-4 ans, la porte sera fermée. On dépendra seulement de produits qui seront déjà figés, terminés. Donc il y a quelque chose d'assez romanesque aujourd'hui dans cette épopée, et c'est pour ça que ça va aller très très vite, parce que justement, il y a une excitation qui est en train d'arriver et qui va toucher de plus en plus de gens, notamment dans le domaine de la création. C'est intéressant. Lucas, je te donne la parole dans une seconde, mais je me projette un petit peu dans ce que tu imagines. Tu imagines à la fois des concerts totalement virtuels, c'est-à-dire avec des avatars, comme l'émission qu'on a pu faire il y a quelques mois de cela, mais aussi des retransmissions de concerts, de vrais concerts, en immersion grâce à un masque. On a l'impression que tu imagines les deux, Jean-Michel. Totalement. Je pense que comme on le sait, ce mode d'expression ne va certainement pas rentrer en concurrence avec les modes d'expression actuels. C'est-à-dire le spectacle vivant, rien ne remplacera le plaisir de se retrouver épaule contre épaule pour un concert ou un opéra ou une expo ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est le fait justement de pouvoir arriver à jouer de cette espèce de confusion poétique qui existe entre la réalité et la réalité virtuelle, la réalité physique et la réalité virtuelle. Et je travaille beaucoup sur ces projets-là pour 2024, et notamment soit avec Vroom, avec Stan et avec d'autres sociétés aussi, mais en particulier pour essayer justement de réfléchir au fait de pouvoir offrir au public la possibilité d'être aussi bien dans le monde réel, d'avoir un pied dans le monde réel, un pied dans le monde virtuel. Je pense que ça, c'est une charnière par rapport à l'accès à ces technologies qui me paraît essentielle. Mais déjà, le fait de se dire, je regarde un concert ou un match de foot, je suis chez moi, mais au lieu d'avoir cette vision 2D sur mon écran, quelle qu'en soit la taille finalement, si je peux avoir un masque et me retrouver au cœur de ce concert avec le son de ce concert, la possibilité de me tourner et d'apprécier un concert comme si j'y étais, ça serait une révolution déjà. C'est-à-dire que il faut se dire que depuis des siècles, sur le plan d'ailleurs du son, comme de l'image, on a une relation frontale
au spectacle. Quand on est au théâtre, quand on est au cinéma, quand on écoute la musique, on visualise l'orchestre, même quand on compose en fonction d'une relation frontale qu'on a avec l'orchestre sur lequel on est en train de travailler. C'est quelque chose qui est absolument, d'une certaine manière, contre nature, puisque notre quotidien est à 360. Et donc, la fantastique opportunité pour nous, créateurs de l'immersion, c'est justement de pouvoir être dans ce que nous faisons, dans ce que nous créons, et de pouvoir inviter le public à se retrouver à l'intérieur, que ce soit du son, ou qu'on soit à l'intérieur du son, ou qu'on soit à l'intérieur du visuel. Et c'est ça qui va être un changement, mais une véritable révolution, même dans la manière dont on va créer de la musique et de l'image dans les semaines qui viennent. Oui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a le Dolby Atmos qui monte en puissance avec une spatialisation du son qui est parfois impressionnante. Moi, j'ai été bluffé par une enceinte Sonos qui restitue du Dolby Atmos. On avait l'impression d'être au milieu d'une scène. C'est incroyable. J'imagine ça avec un masque, avec une super qualité qui retransmet un concert. Ça doit être un plaisir intense, je pense. Je rajouterai un mot par rapport à ce que tu viens de dire. C'est le fait que quand on parle d'immersion et de métaverse, tout le monde parle de visuel. Très peu de gens parlent du son. Je rappellerai, c'est pas seulement le musicien qui parle, c'est qu'en fait, on parle très peu du son. Alors qu'en fait, pour l'être humain, le premier sens sensible à l'immersion, c'est l'ouïe. C'est le champ visuel 140 degrés. Louis, hein, non, pas lui. Louis et l'apostrophe. Mais Louis aussi d'ailleurs. C'est le champ visuel 140 degrés, le champ auditif c'est 360 degrés. Ne l'oublions pas. Donc pour les musiciens et pour les gens du son, le développement du métavers et de toutes les technologies immersives, c'est une opportunité extraordinaire pour nous tous. Louis dans un instant, mais d'abord Lucas. Juste pour l'anecdote, je me souviens avoir été dans une salle isolée à Seattle avec Michael Ebrash qui nous expliquait que... Qui est ce Michael ? Michael Ebrash, c'est le Chief Technology Officer de Meta Reality Labs. Donc c'est le cerveau derrière tout ce que fait Meta. Qui est toujours chez Meta d'ailleurs, c'est pas lui qui est parti Non, il est toujours là. Et qui nous expliquait que pour la spatialisation du son, c'était aussi important que l'image, comme tu disais, et qui nous expliquait comment le son résonnait dans la clavicule avant de monter, et que sans cette sensation-là, on n'aura jamais la sensation d'immersion. Donc c'est extrêmement important. Juste pour être un peu plus terre à terre, je pense qu'il faut être relativement prudent quand on dit que les choses vont changer dans les 3-4 prochaines années. Ça dépend ce qu'on entend par là. La réalité augmentée dont on a parlé au début de l'émission, il y a un certain nombre de murs technologiques dont on ne connaît pas encore la hauteur. Donc on ne sait pas si ça va prendre 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans ou si ça ne sera jamais possible. Pour l'instant, il y a vraiment le rendu sur des verres en transparence qui soit tout le temps fiable et qui donne une expérience correcte. Quelles que soient les conditions de lumière, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment on va faire, on n'a pas d'idée. En gros, la paire de lunettes de Jean-Michel ou ma paire de lunettes qui intégrerait toute cette technologie, on ne sait même pas si ça existera un jour. On n'a pas identifié les pistes, on a des pistes, mais on n'a pas identifié des solutions technologiques faisables aujourd'hui pour adresser ces problèmes-là, les problèmes de Rainbow Effect, etc. Donc déjà, alors il peut y avoir un génie la semaine prochaine qui trouve, et le temps que ce soit industrialisé, 10 ans, ça me paraît probable. Ce qui est intéressant avec cette technologie aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle le time to market, donc entre la recherche et la mise sur le marché, est extrêmement réduit. Et ça, c'est dû à une bataille technologique. On parlait tout à l'heure de Meta ou Zook contre Apple et qui n'allait pas gagner. Alors, en fait, juste pour vous donner un peu ses motivations de l'intérieur, lui, il a déjà perdu une bataille, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire un téléphone Facebook, il a dû abandonner parce qu'ils sont partis trop tard. Et qu'il y a ce qu'on appelle des effets de réseau, c'est-à-dire quand il y a trop d'utilisateurs sur une plateforme, ça s'envole et c'est extrêmement dur à rattraper. Donc on a Android et iOS aujourd'hui. Et donc, on le voit avec Windows d'ailleurs, qui s'est complètement cassé la figure avec Windows Phone. Ouais, exactement, qui n'a pas réussi à prendre l'ascenseur. Et pourtant c'était Microsoft. Oui, mais c'était Microsoft. C'était trop tard. Ouais, c'était trop tard. Et donc là, on est passé dans l'excès inverse, qui est on market des technologies qu'on n'a pas encore inventées. C'est un peu ça, parce que le métavers, on vend plein de choses qu'on ne sait pas faire. Et Apple est rentré dans le jeu en se disant on va pas les laisser gagner. À un moment, ils avaient besoin de parler, de dire quelque chose. Donc là, on est dans des cycles entre recherche, développement, mise sur le marché qui sont extrêmement courts. Mais par contre, on a beaucoup moins de visibilité sur les prochaines technologies. Les écrans, c'est commoditisé, aucun problème. Les antennes, les batteries, etc. Les problématiques d'optique,
Aujourd'hui, il y a 4 solutions différentes sur le marché. Demain, il peut y en avoir une 5e. Et c'est vrai que c'est encore là le Far West. Quelqu'un peut se réveiller avec une idée géniale demain matin. Alors, c'est très improbable parce qu'il faut des milliards de dollars normalement pour faire ça, mais il peut toujours y avoir un génie solitaire quelque part. Donc là, tout peut encore changer. Je pense que le gros défi, c'est que c'est extrêmement instable en termes de solutions technologiques. Donc, pour des développeurs de contenu, l'interopérabilité, la base installée, pouvoir donner des expériences qui soient dignes de ce nom ou qui soient conformes à ce qu'on voudrait donner aux spectateurs, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une fragmentation des plateformes et une évolution extrêmement rapide. Donc, on est dans un moment extrêmement intéressant où le créateur peut influencer le hardware, mais aussi dans un moment de grande volatilité en fait de la base installée. La base installée est faible, mais de grande volatilité de la solution technique à venir. On ne sait pas ce que ce sera. C'est assez exceptionnel. On parlait de Tesla tout à l'heure, mais on avait des automobiles. On a déjà connu ça à une période pour une innovation. Sur ces cycles-là, à ma connaissance, non. On parlait de Tesla tout à l'heure, mais Tesla, on avait eu des tentatives de voitures électriques depuis quasiment l'invention de l'automobile. Là, vraiment, entre recherche, développement, commercialisation, on a un cycle qui est hyper court. Donc on met des choses sur le marché. Avant de laisser la parole à Louis qui trépigne d'intervenir, je voudrais simplement répondre sur un point. C'est qu'en fait, ce que tu dis, c'est exactement ce que disaient les gens au début du cinéma, au début de la télé. C'est-à-dire, on a une technologie qui est nouvelle, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, donc il y a des tas d'incertitudes. Et en fait, c'est là où, à mon avis, les créateurs sont importants, parce que les créateurs piratent le système, piratent une technologie pour en faire quelque chose d'inattendu. Et je pense que... La fameuse killer app. Ben oui, ces outils-là sont des outils qui sont extraordinaires pour les créateurs, que ce soit comme on le disait, pour le son, pour l'image, pour des tas de domaines. Et je pense que les créateurs vont être le véritable lien avec le public. C'est-à-dire de proposer des œuvres et des projets qui vont justement faire que la technologie va en fait va devenir un outil, va devenir l'interface pour des nouvelles créations. Et je pense que ce que tu disais, cette espèce de no man's land qui existe au début d'une technologie naissante, si on se reporte au début de la télévision, on aurait pu dire exactement la même chose, ou pour le début du cinéma également. Donc, méfiance. Mais c'est une opportunité pour ceux qui vont... Et puis démographique aussi. Grand risque, grande récompense. On est dans un moment comme ça. Mais ça peut être aussi une grosse défaite. Est-ce qu'on peut se dire, et après on donnera la parole à Louis, est-ce qu'on peut se dire que ça peut être un énorme échec global, c'est possible, pour tout le monde? C'est pas probable, mais c'est possible. Alors je le souhaite pas à Stan, vraiment. Hein. Non, mais comme le début du cinéma ou de la télévision, on n'en savait rien. Si Apple, c'est la même chose. Si Apple se lasse parce que on n'arrive pas à avancer marginalement, significativement d'expérience qu'ils proposent dans 5 ans, c'est possible. C'est possible qu'ils enlèvent le tapis et que tout le monde tombe. C'est pas probable, mais c'est une possibilité. On est vraiment dans un moment de jeter l'éponge. Ouais, on est vraiment dans un moment de grands changements. Mais ça peut être aussi des nouveaux acteurs qui n'existent pas encore, qui vont prendre ça. N'oublions jamais, par exemple, les grandes compagnies maritimes. Au moment c'est pas celles qui sont devenues les géants de l'aérien. Ce sont des nouveaux acteurs. Donc il y a des nouveaux acteurs. Comme Lynx. Ou des créateurs qui changent tout. Et justement, là, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est littéralement là où, étant donné l'état actuel de la technologie, l'état de l'art, en fait, il est quasi impossible de toucher le grand public. Parce que c'est pas pratique, parce que c'est cher, parce qu'il y a un tas de freins technologiques qui font que on n'a pas accès à ce grand marché. Les créateurs sont clés. Je pense que sans les créateurs qui s'emparent des outils balbutiants qu'on a aujourd'hui, qui font une proposition pertinente pour ce grand public, on n'y arrivera pas. Et la véritable révolution, elle est dans les mains des créateurs. Elle n'est pas dans les mains, mais elle n'est pas dans les mains des créateurs de ces technologies, parce que pour vous, moi je parlerais plutôt d'évolution. Parce qu'on peut avoir une vision à long terme de la réalité virtuelle avec tout ce qui peut même aller au-delà des casques, au niveau de l'haptique, au niveau de l'odorat, au niveau de tout ce qu'on veut, pour pouvoir justement profiter de ces réalités alternatives. Mais en attendant, il faut toucher ce public. Et pour toucher ce public, on a besoin des créateurs, et c'est effectivement l'avantage d'être pour l'instant dans le Far West, où autant que tu nous as aidé toi par rapport à toutes les remarques que tu as pu faire par rapport aux productions qu'on faisait, par rapport aux limitations qu'on avait, de s'emparer justement des limitations de la technologie pour faire des propositions qui attirent le public. Et
Et je pense que c'est très très important à l'heure actuelle, et je pense que c'est là aussi où on a beaucoup de chance, Stan et moi, de travailler avec des personnes comme Jean-Michel qui nous montrent, qui nous ouvrent les yeux entre guillemets pour nous dire que avec l'outil qu'on a aujourd'hui, on peut faire des choses encore plus vastes que ce qu'on pouvait imaginer seul ou avec notre vision, qui est une vision sans doute à très long terme et moins à court terme. Mais toi, ce dont tu as besoin, c'est de toucher ton public aujourd'hui. Nous aussi, évidemment, d'un point de vue du marché, mais on sait qu'on est très limité. Enfin, moi, si je pouvais, je déteste les casques de VR. Je suis désolé de le dire, mais c'est tellement horrible à utiliser pour l'expérience utilisateur, parce que c'est en tout cas pour l'instant. C'est pas quelque chose qui pour moi est satisfaisant ni pour moi-même ni pour les utilisateurs. C'est-à-dire que la contrainte que tu as de porter un masque n'est pas compensée par l'effet waouh de ce que tu vis quand tu le portes. Alors en gros c'est ça. Elle peut être compensée mais pas assez souvent en fait. C'est ça ton défi en fait. C'est ça le défi. Ton défi c'est d'avoir cet engagement, rendre cet engagement émotionnel possible dans cette contrainte physique du casque aujourd'hui. Pour l'événementiel, ça peut marcher. Et heureusement qu'on a des producteurs de casques d'ailleurs, parce que sinon le rêve serait même impossible. Mais effectivement, nous, en attendant que ce rêve devienne réalité, on a tellement d'étapes à franchir et tellement de propositions à faire pour nous, qu'on soit satisfait de ce produit, pour nous, qu'on puisse être fiers d'une proposition qu'on donne au grand public, qu'on est obligé de travailler ensemble d'une manière intelligente. Et il faut qu'on s'efface. Louis et moi, là on est tous ensemble ce soir sur le plateau, mais il faut que nous, les industriels derrière le rideau, on s'efface devant les développeurs et les créateurs de contenu qui vont vraiment porter le fardeau. Et je pense que on est face à des gens chez Meta et Apple où c'est complètement l'inverse. Apple veut battre le tambour de comment le contenu est distribué, comment les règles sont faites. Et je pense que ce que propose Vroom ou ce qu'on fait nous chez Lync, c'est de proposer quelque chose de très customisable, très ouvert, avec des valeurs complètement différentes. Et ça plaît énormément donc à un écosystème de développeurs qui lui aussi est naissant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on travaille si bien ensemble avec Jean-Michel. C'est parce qu'on a cette souplesse que n'auront jamais et ne veulent pas avoir les grands majors en fait de ce marché naissant. Ouais, c'est intéressant parce qu'on évoquait le son par exemple. Est-ce que tu as été sensibilisé au départ sur la qualité du son de ton produit ? Ou est-ce que tu étais focalisé avant tout sur l'image ? Alors, clairement pas aussi bien que depuis que je travaille avec Jean-Michel. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est véritablement cette mayonnaise, quoi. Enfin, vous apportez mutuellement des choses. C'est ça qui est incroyable. Et je vois, tu faisais référence à la présidence du CNC que j'ai prise, la présidence de la commission immersive. Et c'est extrêmement intéressant de voir le nombre de projets immersifs qui sont proposés qui ne parlent pas du son. Pratiquement pas. Ce qui est une hérésie. Oui, mais c'est parce que instinctivement, les gens et les créateurs s'orientent vers l'architecture graphique plutôt que l'architecture sonore. Ça commence à venir, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ton prochain casque, il faut que tu repenses tout l'aspect son. Par exemple, pour apporter de la spatialisation, pour insérer des haut-parleurs différemment. Enfin, c'est encore un défi technologique supplémentaire. Depuis cet été, on avait une page blanche pour les prochaines versions de nos casques. Et en fait, on s'est aussi rencontré il n'y a pas si longtemps que ça avec Jean-Michel. Et tout de suite, on a su qu'il fallait intervenir sur l'audio. On a un très bon audio pour le casque. On a 3 solutions audio dans le casque avec des haut-parleurs, un port jack. On a quand même un port jack qui n'existe plus pour les smartphones. Et on a le Bluetooth si vous voulez utiliser vos AirPods. Mais effectivement, pour les prochaines versions, on va mettre le paquet sur tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans celui-là et plus encore, notamment dans l'audio. Et Jean-Michel est complètement partie prenante de cette collaboration. C'est intéressant parce qu'il y a eu des infos qui ont fuité concernant le Vision Pro, qui sera compatible avec les AirPods de nouvelle génération et qui proposerait donc un son immersif, mais en plus en haute résolution, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire passer en sans fil un son non compressé de qualité master en fait. Et oui, ils ont un avantage, Apple, c'est qu'ils produisent à la fois. Ils ont bien compris, ils ont bien intégré comme toi que l'expérience immersive, c'était aussi le son. Le patron de Vision Pro, c'est un ancien de Dolby Atmos. C'est l'ancien VP de Atmos. Donc voilà. Ouais, je pense ceci explique cela. Tout à fait. Messieurs,
C'est passionnant ce qu'on raconte. On n'a pas terminé encore. On a encore une demi-heure à passer ensemble. Moi, j'aimerais qu'on imagine et avoir le point de vue de Stan sur l'objet qu'il imagine être le futur masque qui permettrait de toucher le plus grand nombre de gens. Et puis aussi demander à Lucas la vision de Mark Zuckerberg, parce que tu as travaillé auprès de son équipe pendant plusieurs années et j'imagine qu'il a une vision. Et est-ce que c'est la même que celle de Stan? Tiens, on verra tout ça et puis on s'intéressera évidemment à la production du son et à cette souveraineté avec Vroom aussi et Louis Cacciotolo. Vous restez là, on revient dans quelques secondes pour la suite de ce Tech & Co, la quotidienne spéciale VR ce soir. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne spéciale réalité virtuelle. Êtes-vous prêt à chausser un masque pour vous retrouver, par exemple, je ne sais pas moi, sur une plage à Tahiti, pour visiter peut-être un prochain hôtel que vous pourriez découvrir? Est-ce que vous êtes prêt à, par exemple, vivre une expérience de concert? Pourquoi pas un concert de Jean-Michel Jarre avec un masque? Dites-le nous, tiens, avec le hashtag Tech & Co ce soir sur Twitter. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour. Une spéciale donc, réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée dans Tech & Co jusqu'à 21h30 avec nos invités Jean-Michel Jarre, Louis Cacciotolo, Stan Larocque et Lucas Perrodin. Lucas, j'aimerais qu'on reparte avec toi parce que, je le disais tout à l'heure, tu as travaillé chez Meta pendant pas mal d'années. Tu t'occupais en fait pour la région Europe de tout ce qui touchait à la VR. Donc tu connais un petit peu, voire même beaucoup, la vision de Mark Zuckerberg. Quelle est sa vision sur ce sujet et pourquoi investit-il autant d'argent? Ça se compte en dizaines de milliards, c'est des sommes qui sont incroyables dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a fait tilt en fait? Les chiffres sont d'ailleurs publiés, c'est à peu près 12-13 milliards par an chaque année. 12-13 milliards par an, depuis combien d'années? 2016. Voilà. Enfin, je pense pas si 12 milliards depuis 2016, mais imaginez ce que ça représente en termes d'investissement. Et je suis sûr qu'Apple n'est pas loin, finalement, parce que même si eux ne communiquent pas sur ces chiffres-là, ils doivent y travailler depuis, à mon avis, plusieurs années. Mais depuis un an et demi, maintenant, Meta communique exactement sur les chiffres. Alors, mon interprétation, alors j'ai passé 4 ans, moi j'étais le leader de Facebook Reality Labs pour IMEA, pour l'Europe. Donc on a lancé Go, Quest 2, les relations avec les partenaires, les telecom partners, etc. Sa motivation, la vision de Zouk, pour moi, elle est vraiment basée sur son amour de Facebook et sa paranoïa. C'est la même que celle qu'il a lorsqu'il rachète WhatsApp ou quand il rachète Instagram, parce qu'il voit que sa plateforme est à risque. C'est la même qui fait qu'il a des alliances avec T-Mobile, avec Orange, etc. Parce que ce qu'il déteste, c'est la dépendance à iOS en particulier et à Android. Et le fait que, par exemple, quand Apple a fait des changements au niveau des données privées, ça a coûté énormément d'argent et c'est extrêmement difficile à lui pour Meta de gérer. Et donc, sa motivation principale pour moi, c'est vraiment la dominance et la survie de l'entreprise Facebook. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure, ils ont raté le téléphone. Ils sont partis trop tard. Même avec tous les moyens qu'ils avaient, c'était pas possible de rattraper. Donc là, ils ont anticipé. Ils ont tiré les premiers. Et la motivation, c'est d'avoir la plateforme de computing du futur, celle qui va remplacer le téléphone mobile, la prochaine révolution. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de passion pour la technologie, il y en a. Mais le cœur de la motivation, c'est ça. Ça n'est pas la VR en elle-même, c'est la VR et l'AR en tant que prochaine plateforme qui va libérer Facebook. Et en lançant sa propre plateforme, on n'est plus dépendant d'un Google ou d'un Apple. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il déteste profondément. Lorsque j'étais chez Facebook, il avait eu un entretien avec Tim Cook. Première question, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas de compte Facebook, Tim? Je ne comprends pas. L'autre lui dit, ça ne m'intéresse pas. Bon, et là, dans la Silicon Valley, c'est vraiment un truc d'égo. Donc ça, c'était terminé après ça. Ce qui est intéressant dans la conversation qu'on a eue jusqu'à présent, c'est que là, on a donc des acteurs, on a Meta, on a Apple, on a ByteDance, qui sont obligés d'avoir des stratégies de leader. C'est-à-dire penser au hardware, penser au software, penser au partnership, à la distribution de contenu, de manière extrêmement cadrée et avec un rôle très fort. Ils sont en silo et ne communiquent pas entre eux aujourd'hui. Et aussi, ils sont obligés d'avoir une approche extrêmement industrielle et avec toute la legacy, tout l'héritage de leur business qui est, ils doivent dominer le marché. Donc il y a le rapport de force avec les créateurs, par exemple, etc., qui doivent maintenir. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Stan, de Jean-Michel, de Louis, c'est qu'on est dans un monde, alors sans
être péjoratif, de bricolage, d'essai, de test and learn, de laboratoire, mais qui a cette agilité et aussi avec les artistes déjà présents dans la conception qui font qu'on a une chance. Alors, je ne dis pas qu'elle est grande, mais en tout cas, quand on a ce type de moyens et ce type d'engagement, c'est la meilleure façon de jouer sa chance, c'est d'être extrêmement fluide et extrêmement engagé de bout en bout avec une chance de gagner parce qu'on peut venir avec une expérience qui soit convaincante. Sincèrement, je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche, tu dis toujours la vérité. Est-ce que tu penses que Stan et Louis ont une chance face à ces géants que sont Apple ou Meta qui investissent des sommes évidemment qui n'ont rien à voir avec les budgets de Lynx ou de Vroom, sincèrement? C'est David contre Goliath, ils ont 0,001% de chance, ils ont une chance. Après, sur le chemin, il peut se passer énormément de choses. Des rachats, des fusions, du démembrement technologique qui soit racheté par ces plateformes-là parce qu'eux, ils ont avancé plus vite. Nous, on a racheté des technologies juste pour les tuer. Hein. Ça se passe aussi, hein. Ces grandes boîtes-là, elles rachètent des technologies. Donc tu veux dire que Meta pourrait racheter Lynx, par exemple? Soit Lynx en entier, ou soit... par exemple le soft de Vroom, parce qu'ils se disent, bah tiens, c'est intéressant, il a avancé sur certaines choses, ça coûte combien, c'est pas grave, on sort le carnet de chèques. Voilà, bah, on en a vu. Hein, nous, on bossait avec VR Rooms, qui a été acheté par Apple. Je crois que c'est la bonne, parce qu'il y a eu tellement d'achats, et ça arrivait régulièrement. C'était Next VR. Next VR, exact. Et on n'en a plus jamais entendu parler, et puis je ne sais pas si on en entendra parler un jour, mais ça a été étouffé, et donc ça permet au paquebot de continuer à avancer en étouffant ses concurrents. Ça, c'est une technique. Il vaut mieux perdre de l'argent à racheter des choses que perdre la bataille technologique. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Tu t'élimines un potentiel concurrent aussi, accessoirement. Voilà. C'est intéressant. Exactement. Stan, quelle est ta vision sur ce sujet ? Alors c'est intéressant, effectivement, l'arme économique en face de nous, de Louis et moi, sur ces milliards, ces dizaines de milliards. Que Meta nous rachète, en fait, ce n'est pas possible. C'est pas une question de prix. C'est que pour racheter une boîte, il faut être d'accord. Typiquement, en tout cas pour moi, je ne serais pas d'accord. Meta l'a bien compris. Meta est revenu plusieurs fois, a essayé de débaucher mon équipe dans mon dos plusieurs fois, et pourtant j'ai tous mes ingénieurs encore avec moi. Tu as déjà été approché, tu as eu une pression bien sûr. de la part de tous. Même Apple, par exemple. De tous. C'est pour ça qu'il a encore une chance de gagner. C'est parce que y a quelque chose d'autre derrière. C'est un peu ce qu'a fait Van Spiegel. On voit que tu en parles pas parce que tu n'as pas le droit d'en parler, parce que tu ne veux pas en parler. Il y a des accords de business qui ne me permettent pas forcément de dire les noms de tous les gens avec qui on travaille, ou on a pu travailler. Mais en tout cas, sachez que Lynx, aussi petit qu'on soit, et je pense que Louis, c'est exactement la même chose, tous les acteurs chinois et américains qui se lancent ou se sont lancés depuis longtemps sur le marché sont venus nous voir. Pourquoi ? Pas parce qu'on fait un casque ou plusieurs casques, parce qu'on fait avec lui et avec Jean-Michel et avec tous les gens autour de nous un écosystème. Et ce qui fait peur à un Chinois ou un Américain aujourd'hui, c'est qu'un Européen arrive avec sa plateforme, avec son App Store, avec son niveau de censure, avec son niveau de royalties, avec sa méthode de distribution. Et ça, c'est pas dans les pires cauchemars, mais ce n'est pas une éventualité que les acteurs déjà en place aimeraient voir dans un marché qui est déjà compliqué, avec des timelines, comme Lucas l'a expliqué, assez compliqués. Donc, nous, on est content de jouer ce rôle-là. Et quand je vois l'effort déployé par les plus gros de ce monde pour essayer de nous récupérer, je me dis qu'on a peut-être un peu plus que 0,001% de chance. Pardon, Louis, c'est déjà... Moi, je crois en vous. Je suis d'accord, je crois que le mot-clé que tu viens de prononcer, c'est écosystème. Parce qu'en fait, c'est là où nous, en Europe, on est extrêmement fragmentés. Parce qu'on a des moyens limités et donc on s'adresse sur des niches en fait et qui ensemble peuvent construire quelque chose qui ressemble à un écosystème, et on ne se bat contre des géants qui ont déjà des écosystèmes et qui donc considèrent un petit peu tout ce qu'on peut faire. En soi n'est pas une menace, mais un écosystème serait effectivement une menace. Et c'est très intéressant aussi de pouvoir porter, parce qu'on parlait de souveraineté tout à l'heure, porter un peu ce message. Parce qu'en Europe, on a les moyens en fait de créer cet écosystème. On a tout à fait les moyens entre tous les acteurs et toutes les technologies. Tu parlais de débauchage. Nous, on a des personnes dans mon équipe qui ont en particulier des techniciens qui sont régulièrement, à qui on fait des offres. Oui, à qui on fait des offres régulièrement pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais en étant pragmatique, je veux dire, un Meta qui propose
3 ou 4 fois le salaire que tu peux proposer à je sais pas moi, un petit génie du développement que tu as chez toi. Alors moi, je pourrais répondre à ça, parce que moi, j'ai vu de l'extérieur aussi bien l'équipe. Non, mais après, alors, bien sûr, mais j'aimerais qu'après Stan me réponde aussi. Vas-y, l'équipe Jean-Michel. de Vroom. Et c'est les conditions de travail. C'est le fait d'être. C'est comme Louis Voisin, c'est comme au début de l'aviation. Il y a une bande d'allumés qui sont là. Et de toute façon, on pourrait leur proposer 10 fois, 50 fois le salaire, c'est pas le problème. Le problème, c'est justement d'être au service d'un projet. Et c'est ça qui m'a, moi, beaucoup touché, aussi bien chez les uns que chez les autres. C'est cette espèce de volonté de disruption, de se dire on va aller au bout d'un projet. Et l'argent ne pourra rien y faire dans un premier temps. Mais enfin, en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça, je veux vraiment dire, et je voudrais quand même dire, c'est vrai pour ces deux sociétés, peut-être pour quelques autres aussi. Moi, je serais beaucoup plus extrême. Je pense que c'est une obligation d'installer cette brique de souveraineté européenne. Il en va de notre vision du monde, de nos possibilités, nous, en tant que créateurs, de pouvoir continuer à la faire partager et à la distribuer. Et donc, on est tout à fait capable de le faire. Et je prends toujours l'exemple d'Airbus, qui était, il y a 40 ans, tout le monde nous riait au nez en nous disant vous voulez avoir une souveraineté dans l'aéronautique, et 40 ans plus tard, les compagnies aériennes américaines utilisent nos avions. Donc c'est exactement la même chose sur cet écosystème-là, sur cette filière. Et je pense que tout le problème, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier non plus que le marché européen, c'est 1,5 fois le marché américain. On est 450 millions face à 300 millions. Donc on représente, et c'est bien ce qu'ont compris les sociétés américaines, c'est qu'on représente un vrai danger potentiel. Et que le but, c'est effectivement de pouvoir avoir une plateforme européenne d'expression comme celle de Vroom, et d'avoir un casque qui soit un véritable casque européen. C'est-à-dire que là, il y a un drapeau français qui l'a mis par provocation. Ça devrait être déjà aussi immédiatement un drapeau bleu avec des étoiles jaunes, parce qu'on en est là déjà. Oui, c'est ça. Oui, parce que pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, qui ne voient pas le masque de Lynx de Stan, en fait, il est peint bleu, blanc, rouge sur le devant. Voilà, là, je décris tout ça pour tous ceux qui sont avec nous. C'est un prototype, il faut le dire que tous les casques Lynx ne sont pas bleu, blanc, rouge. Non, oui. C'était vraiment... Celui-là, c'est pour les médias, en fait. C'est quand tu oui, voilà, tout sur à fait. Oui. Bah, c'est le casque qui montre notre fierté, en fait. Bien sûr, mais évidemment. Lucas. Alors, moi, j'ai été témoin aussi de cette énergie. On s'est vu par ailleurs. Non, mais j'en suis ravi, parce que vous êtes sans doute rencontrés sur ce plateau. Effectivement. Vous avez pu échanger, que ce soit Jean-Michel, Louis, etc. Donc ça fait aussi partie de notre job, nous, médias d'information, de mettre en relation des gens dont on trouve pertinent peut-être le travail en commun. Et cette force, cette conviction, alors j'étais beaucoup plus convaincu en sortant qu'en entrant, parce que effectivement, parce que je me souviens, t'étais un peu méfiant. Je me demandais pourquoi font-ils ça, et parfois c'est bien d'avoir tort, et c'est bien de se rendre compte qu'on est trop conformiste. J'étais trop conformiste, parce que c'est vrai qu'il y a cette volonté de le faire et cette espèce de mission. Alors, ce que je peux garantir, c'est que quiconque partira de vos entreprises, messieurs, sera malheureux dans une boîte américaine. Ça, je vous le garantis. Sûr. Là, c'est parce que le sens de ce qu'on fait chaque jour est divisé par 10, et un jour sur deux, on fait des choses dont on pense qu'elles n'ont pas de sens. Parce que c'est dirigé depuis les États-Unis pour les États-Unis. Excuse-moi, je te coupe 15 secondes, parce que juste quand on voit toutes ces sommes investies par Meta, qu'on ne peut pas comparer avec les millions d'euros que met sur la table Stan, mais c'est fait avec tellement de passion, avec tellement de puissance, que finalement ça équivaut peut-être pas des milliards de R&D chez Meta, où l'argent se perd en productivité parfois pas forcément pertinente, des choses comme ça. Alors, non, pour la défense de Meta, on est très content qu'ils dépensent des milliards en R&D pour payer des chips chez Qualcomm, des caméras, etc., qui finissent pour tous les autres casques. Voilà, pour la défense de Meta. Non, mais est-ce que cette passion n'est pas chiffrable finalement en termes... Bien sûr. En tout cas, elle a une valeur. C'est ça, elle a une valeur. En tout cas, elle a une valeur, et effectivement, alors la politique de Meta, encore une fois, c'est une espèce de paranoïa. On parie sur tout. Donc ça veut dire qu'il y a sur 100 paris, il y en a 99 qui perdent. Et parce que les moyens sont un peu limités, donc c'est une façon d'investir qui est très spéciale, qu'il faut vraiment, l'avoir vécu pour comprendre. Quand on dit 13 milliards, il y a peut-être finalement, je sais pas moi, plusieurs milliards qui partent dans des choses qui vont partir à la poubelle, mais parce qu'ils savent que de toute façon c'est prévu, quoi. Il faut tenter et puis on verra. Alors que peut-être que Stan, il investit de manière plus sniper sur des choses qui font que ils vont être au niveau de Meta finalement. Il vous a dit à chaque coup, il a un niveau de motivation qui est différent. Et eux, oui, sur les 13 milliards, ils savent
qui a la moitié, enfin je ne sais pas la quantité, mais non, mais c'est intéressant parce qu'on ne peut pas vraiment faire le parallèle en termes d'investissement. Voilà, c'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est pas les mêmes objectifs, bien sûr. N'oublions pas que le contenu aussi est essentiel, c'est-à-dire qu'une réflexion sur le contenu est très importante. Et ça aussi, on a un enjeu, nous, de souveraineté, de ne pas être inféodé aux plateformes, justement, de Meta ou autres, qui peuvent être des amis, des partenaires, mais aussi pouvoir nous laisser aussi une marge de manœuvre. Et on a absolument besoin de gens qui développent, justement, des plateformes en Europe, pour pouvoir continuer à avoir à la fois notre vision du monde et aussi un autre sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi la notion de propriété intellectuelle. Parce qu'il y a aussi le problème du droit des créateurs, du droit des développeurs. Ça, c'est quelque chose qui est très typique de la France et de l'Europe par rapport aux États-Unis, par exemple, et par rapport à la Chine également. Donc on voit bien qu'il y a toute une école de pensée par rapport aux technologies immersives qui nous est propre. Et donc, on a un rôle à jouer. Il faut justement arriver. On peut être David contre Goliath, mais comme je le dis souvent, il faut qu'au moins David n'ait pas un cure-dent, mais une épée. Louis, juste un mot sur la vision de Vroom, parce qu'il se passe quelque chose d'important le 7. Donc, c'est on va dire l'inauguration de ce nouvel univers qui va être accessible à tout le monde. En fait, on va pouvoir créer chacun d'entre nous notre univers, c'est ça, virtuel, c'est ça ? Oui, alors des plateformes, ce qu'on appelle des réseaux sociaux en réalité virtuelle, il en existe plusieurs. Il y en a très très peu en Europe, quasiment pas. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, ni en France ni en Europe, mais chacun de ces acteurs ont une vision un petit peu différente, ou s'adresse à des fonctionnalités ou à un public qui est un petit peu différent. Nous, on est très spécialisé sur la culture, le divertissement, le spectacle. Et là, c'est vraiment l'ouverture au grand public. Et l'ouverture au grand public, ça veut dire que nous, on a fait le pari de se dire qu'on va redonner le pouvoir aux créateurs de contenu, aux créateurs de spectacles et aux artistes pour qu'ils puissent rencontrer leur public en temps réel, dans la VR, et pouvoir vraiment vivre de leur art sans intermédiaire. Et cette plateforme, c'est vraiment ça la vocation, parce que j'ai toujours voulu, au cours de mon expérience professionnelle, pouvoir démocratiser l'accès à la culture et au spectacle. Donc ça, c'est ce qui motive Vroom, et c'est vraiment quelque chose qui est sans doute très différent aussi de l'approche, comme on disait tout à l'heure pour les casques, les géants contre les petits, de l'approche des acteurs américains. Et la souveraineté, comme disait Jean-Michel, est très importante parce qu'elle nous permet de faire valoir cette vision et d'ailleurs ce qui est très intéressant sur les plateformes françaises ou européennes, on est très très peu nombreux, mais on voit que chacun a une vision différente, et nos visions, elles sont différentes entre nous, mais elles sont surtout très différentes des visions des acteurs asiatiques ou américains. Et c'est une richesse qu'il faut absolument préserver. Vroom est une entreprise plutôt B2B, ou est-ce que finalement à terme ça sera du B2C ? Non, là vraiment le 7 novembre, et c'est là un peu la révolution en ce qui nous concerne, c'est qu'on switch, on n'abandonne pas nos activités de B2B, mais là on switch vraiment vers du B2C, et c'est l'ouverture au grand public. Et là, on veut que n'importe qui, même sans notion de codage, puisse vraiment créer, s'exprimer dans des mondes en 3 dimensions. Et c'est vraiment ça, et c'est un réseau social qu'on est en train de créer qui est, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de YouTube ou de Twitch du métavers. C'est ça. Tu évoquais le divertissement, le spectacle, etc. On imagine aussi que ces univers immersifs vont révolutionner la manière dont on travaille. C'est un peu la stratégie d'ailleurs de Mark Zuckerberg. C'est compatible tout ça ? C'est-à-dire que finalement, on peut imaginer un univers pour le travail, un univers aussi pour le divertissement, Louis ? C'est un petit peu comme on va au théâtre ou on va au bureau. Enfin, pour moi, je pense que c'est un peu comme dans la vraie vie, en fait. Je vois pas du tout. Je pense même que l'approche un petit peu multiple et des plateformes qui font un peu tout, en définitive, elles font un peu tout mal. C'est vraiment mon sentiment. Et je pense que se spécialiser pour donner des outils dédiés à des professionnels dans chaque domaine est très important. Je pense que ça, c'est un peu la chance. Alors, on parle de David contre Goliath, mais si on met bout à bout les enjeux divertissement, droit d'auteur, le L&D, Learning and Development, donc le training en VR et des enjeux industriels, on a une masse critique de souveraineté.
C'est-à-dire qu'on a intérêt Exactement. à avoir, par exemple, on en parlait, quand on a des applications de training pour la défense, il vaudrait mieux que ce soit sur des plateformes européennes souveraines. bien sûr. Et là, on peut trouver des financements qui permettent de financer à long terme des développements de plateformes qui sont ensuite utilisables dans des applications B2C. Donc, mis bout à bout, c'est pas vraiment David contre Goliath, mais il faut qu'on arrive à agréger ses intérêts. Absolument. En tout cas, il y a un faisceau de Totalement possibilités. C'est pour ça que je disais encore, et je donnais Oui, mais ça veut dire une qu'à ce chance, moment-là, mais- c'est les gouvernements qui doivent investir dans ces solutions-là. Enfin, tu Bien parlais sûr, du je pense que militaire, c'est le mais- cas. Ces discussions-là sont. Mais bien sûr, mais de toute façon, on a quand même la chance, il faut le dire, en France, d'être un pays qui est très en avance sur le fait de pouvoir, où on a la chance quand même d'avoir un État qui investit à travers notamment France 2030, qui est cet organe d'État qui permet justement aux startups de pouvoir être subventionnées, aidées. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller voir dans d'autres pays, même en Europe, pour voir à quel point il y a une grosse différence. Donc on a une chance, on a les étoiles alignées pour l'instant, pour pouvoir justement arriver à ce qu'un certain nombre de startups françaises et puissent démarrer en premier, parce que comme tu le disais, c'est toujours les premiers qui finalement acquièrent la légitimité. Et en fait, on a une avance aujourd'hui en France qui va nous permettre, aussi bien dans le soft que dans le hardware, de pouvoir arriver à créer une légitimité européenne. C'est pour ça que je suis, moi, assez optimiste et assez positif en fonction du fait de créer vraiment un écosystème européen qui tienne la route par rapport aux alternatives américaines ou asiatiques. Bon, il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on fasse un peu de prospective et qu'on se dise, voilà, à quoi va ressembler tout ce sujet qu'on évoque depuis maintenant 1h30 dans quelques années. Jean-Michel, comment tu imagines dans quelques années un concert que tu pourrais faire? Alors déjà, tu es en plein dans la VR, mais qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te fait fantasmer finalement dans le concert ultime que tu pourrais faire en immersion? Tu as déjà une idée de ce qui te fait rêver? Je pense que d'arriver à avoir une forme d'absence d'interface, c'est-à-dire de se libérer des prothèses, quelles qu'elles soient. Et donc Plus avoir de masque. Voilà, plus avoir de masque. Je ne sais pas comment on y arrivera, mais d'arriver à avoir... L'holographie, par exemple. Arriver à avoir justement des technologies qui nous permettent justement de pouvoir, en ce qui me concerne comme créateur, de pouvoir m'aider à finalement à trouver des extensions à mon imagination. D'ailleurs, l'IA, de ce point de vue, va nous apporter forcément des solutions. Et je pense que moi, j'accueille les algorithmes d'intelligence artificielle avec gourmandise, d'une certaine manière, pour justement arriver à ce que, si on prend l'IA d'un côté et les technologies dont on parle aujourd'hui, ce soir, du métavers et de la réalité virtuelle, je pense qu'on a de beaux jours devant nous en tant que créateurs. Je pense que les jeunes créateurs aujourd'hui ont énormément de chance de vivre cette époque. Surtout s'ils peuvent très facilement créer leurs univers avec Vroom. Stan, tu imagines ton masque dans 10 ans comment, tiens, par exemple? Alors, dans 10 ans, si tu veux, pour moi, dans 3 ans, c'est de la science-fiction. Donc, on peut imaginer dans 10 ans... En tout cas, ce que tu rêves, ce dont tu rêves. Ah, ce dont je rêve. Ce serait effectivement... si tu veux, là, même sur cette version 1, on a fait un casque très fin, mais qui est encore une brique qu'on met devant les yeux, au final. Avec tous les challenges et toute la friction dont on parle assez souvent. L'interface ultime, c'est l'interface dont on ne se rend pas compte qu'on l'utilise. C'est vraiment cette idée-là. Après, ça ne passera pas par des lentilles, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose d'invasif. Je pense qu'un objet qui ne soit pas des lunettes, mais qui soit vraiment plus près du visage, très léger, etc., je pense que c'est une possibilité. Qui pourrait te projeter des choses, c'est ça? Voilà, c'est... des lunettes, un peu comme la même roadmap au final que Mark Zuckerberg, c'est-à-dire pouvoir voir à travers quelque chose, pouvoir le rendre opaque, pouvoir projeter des choses avec des super couleurs et un super champ de vue dans une enveloppe thermique et quelque chose de très léger et de très design. Et ce qu'on oublie très souvent, ce que les concepteurs de casques oublient, quand je vois le Quest 3, désolé, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre sur la tête, pas par ses performances, c'est un super produit, mais par son design. Il faut commencer par là, c'est quelque chose qu'on met sur la tête, c'est un challenge social. Nous, on a essayé, on essaie d'amener des choses un peu plus pop dans les lignes du casque, dans le dessin. Je pense là, on a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai caractère disruptif au casque de Lynx, c'est tout simplement ça.
Oui, le fait que, voilà, alors, c'est l'accès pour à la tous ceux qui liberté. nous écoutent et qui ne nous voient pas, on peut relever en quelque sorte Exactement. l'écran pour qu'on soit plus immergé dans l'image, en fait. Et c'est intéressant de voir que tous les casques du marché ressemblent tous plus ou moins à des lunettes de ski. C'est-à-dire par mauvais temps. Et le meilleur VRP de Lynx, c'est Jean-Michel. Clairement. Là, franchement, moi, je suis un fan incroyable, c'est top. Oui. Là, tu as trouvé ton commercial, il est là. Louis, même question. Comment tu imagines cet univers dans quelques années? Alors oui, celui dont tu rêves. Moi, ce que j'attends, c'est un peu aussi ce que Jean-Michel évoquait tout à l'heure, c'est la sensation d'être épaule contre épaule alors qu'on est chez soi, par exemple, mais qu'on soit littéralement transporté dans un festival, ce partage-là. Et le partage, ça passe par les 5 sens. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas véhiculé encore, ou alors est véhiculé, mais avec des devices qui sont très différents les uns des autres. Et ça, c'est vraiment de la science-fiction encore plus aujourd'hui. Mais l'idée de pouvoir avoir ces sensations. Il y a quelque temps, je suis allé au centre Georges Pompidou écouter une conférence et il y avait un des directeurs de la Philharmonie qui disait que la différence entre la vraie vie, le monde réel et la réalité virtuelle, c'est que dans le monde réel, pour le son, on avait des vibrations. Et que dans le virtuel, on a des ondes en fait, et c'est pas la même chose, c'est pas la même sensation. Donc du coup, c'est vraiment ça que c'est cette espèce d'incarnation, de se rapprocher de la réalité, de se rapprocher et puis de rendre charnel le virtuel. Donc c'est ça pour moi le Saint Graal en fait, de pouvoir proposer ça à notre public. Et ce sera le mot de la fin. Lucas, on écoutera ta vision. La prochaine fois, tu viens souvent dans Tech & Co. J'ai beaucoup monopolisé la parole ce soir. C'était passionnant. Merci beaucoup à tous les 4. Merci Jean-Michel encore une fois d'être venu sur le plateau de Tech & Co. Voilà, musicien et qui préside aussi cette commission création immersive du CNC. Merci Louis Cacciotolo. Rendez-vous le 7 novembre pour découvrir le nouveau Vroom. Stan, le masque est toujours disponible. Voilà, vous pouvez le commander et l'acquérir. Ce masque français, le Lynx, le premier modèle. Et merci à Lucas Perrodin aussi pour toujours ces éclairages pertinents concernant tous ces sujets. Voilà, cette quotidienne de Tech & Co est terminée. Spéciale VR et réalité mixte. On sera là, bien sûr, demain, vous le savez, chaque soir, 20h, 21h30, radio, télé et les replays et les podcasts qui vous attendent. À très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.